Bienvenue à cette présentation de l'OFC, ce qui veut dire Observatoire en immigration francophone au Canada, en partenariat avec Franco-Cure. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Lutte contre les discriminations fondées sur la diversité sexuelle affective, sexuelle et de genre. Stratégie organisationnelle présentée par Franco-Cure, présentée par Merlin Simard, du pronom elle. Oui, et animé par Laurent, le docteur Laurent Francis, qui je suis. Il faut que je me présente d'abord. Je m'appelle Laurent Francis. Je suis chercheur associé depuis cette année à l'Observatoire d'immigration francophone du Canada. Je suis professeur à temps partiel à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa et aussi à l'École de développement international de l'Université d'Ottawa toujours. Euh, j'ai fait des recherches, j'ai fait ma thèse de doctorat que j'ai obtenue en début août, en début août 2025, qui s'intitule sur les réalités des personnes LGBT en Afrique et leur intégration dans les pays d'accueil particulièrement. Et auparavant, j'ai aussi toujours travaillé en Allemagne sur la problématique des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne, entre l'Allemagne et la Belgique, sur ces problématiques. Aujourd'hui, de plus en plus, je travaille, je focalise depuis 3 ans, 4 ans je focalise mes travaux sur les minorités francophones hors Québec, les minorités noires francophones LGBTQ hors Québec. C'est là où se saturent mes travaux aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Respirez, asseyez-vous et prenez du temps. On va démarrer. L'avion va décoller. Super. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter, Laurent Francis, ou c'est parti pour moi de commencer la présentation? Non, je vais d'abord présenter les modalités. Je vais d'abord présenter les modalités. Après, je vais vous introduire, en fait. Fantastique. Comme première modalité à faire, nous nous allons débuter dans quelques instants. En attendant, fermez votre micro, mettez votre micro en sourdine, allumez vos caméras si possible, utilisez la fonction clavardage si vous avez des questions ou des commentaires, au fait. N'oubliez pas de le faire. Donc, cette présentation est enregistrée et sera diffusée sur nos réseaux. Vous recevrez un diapositif par courriel après la rencontre. Vous allez recevoir un diapositif par courriel après la rencontre pour euh, pour ceux qui auront des questions, bien des vides pendant leur prise de notes. Ici, moi je suis à Ottawa en ce moment, donc c'est le territoire des Anishinaabe, donc je reconnais que le territoire des Anishinaabe, c'est un territoire non cédé. Je vous prie, vous êtes partout au Canada, vous pouvez écrire les territoires, vous pouvez écrire en commentaire les territoires dans lesquels vous êtes situé et faire cette reconnaissance du territoire non cédé des personnes autochtones. Merci. Dans la mission, vision et valeur de l'OFC. L'OFC, c'est un espace créé de partage pour partager des recherches, de mobilisation des savoirs pour appuyer les politiques publiques et les pratiques en immigration francophone. C'est aussi être une référence en immigration francophone au Canada, dont, et c'est une ancrage dans la francophonie canadienne, approche collaborative et participative, rigueur scientifique, innovation et accessibilité. Voilà donc les missions, les visions et les valeurs de l'OFC. Créer un espace de partage, comme aujourd'hui, ce n'est pas un espace de partage entre l'OFC et Franco-Cuir. Donc, la recherche, mobiliser les recherches au fait des savoirs pour appuyer les politiques publiques et les pratiques d'immigration francophone. C'est important. Comme vision, être une référence en immigration francophone. Donc, si vous avez besoin de données statistiques, d'études sur les personnes francophones, en lien avec tout ce qui est immigration francophone, la référence est l'OFC. Donc, notre ancrage, c'est dans la francophonie canadienne. On fait on utilise l'approche collaborative et participative. Donc, pour dire que les travaux réalisés par l'OFC ont revêtent une rigueur scientifique et une innovative et accessibilité. Il faut dire ici que l'OFC est hébergé par l'Université Ontario française
est hébergé sur le site de l'Université Ontario française, fondée en 2018 par la loi 2017 sur sur l'Université de l'Ontario français, l'université publique autonome et francophone située à Toronto. Cette université est située au centre-ville de Toronto, première université gouvernée par les francophones en Ontario. Cette université a 6 baccalauréats spécialisés, un baccalauréat en éducation et les micro-certificats. Donc, il faut savoir que l'UFC est fiduciaire de l'OIFC. Vous avez accès à notre site web là. Vous pouvez voir uneontario.ca. Si vous avez des questions, posez les questions en utilisant le clavardage. Et là, nous allons inclure Merlin. Merlin, prenons elle. Elle est agente de liaison et de formation Ouest, région Centre-Ouest et à Franco-Cuire. Je vais laisser le temps à Merlin de se présenter et de commencer la présentation. Merci beaucoup. Super. Merci, Laurent Francis. J'apprécie beaucoup l'introduction. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Merlin. Mes pronoms sont elle. J'utilise des accords féminins. Je suis agente de liaison et de formation pour la région centre et sud-ouest de l'Ontario pour Franco-Queer. Ce que ça veut dire, c'est que je travaille avec les organisations qui euh, travaillent dans le domaine de l'établissement pour les aider à créer des environnements qui sont plus accueillants, qui sont plus inclusifs, qui sont plus équitables pour les nouveaux arrivants francophones de la communauté de SLGBTQIA+. Donc aujourd'hui, vraiment, l'atelier, je vais vous présenter un peu Franco-Queer, je vais vous parler du travail qu'on a fait, la recherche qu'on fait, puis aussi de comment est-ce que le programme Partenaire inclusif, c'est le programme dans lequel je travaille, fonctionne. Donc, je vais lancer la diapositive. Euh, Parfait, super. Et puis, euh, super. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, tout le OK. monde est grand. Yes, tout se passe bien. On n'a pas de technologie qui fonctionne pas aujourd'hui. C'est parfait. Donc, aujourd'hui, notre atelier, c'est les stratégies organisationnelles pour lutter contre la discrimination basée sur la diversité affective, sexuelle et de genre affectant les personnes immigrantes francophones. Donc, c'est vraiment un long titre. Quand on parle de diversité affective, sexuelle et de genre, c'est un terme que beaucoup de travailleurs sociaux vont utiliser pour décrire l'ensemble de la communauté 2S LGBTQIA+. Donc, utiliser diversité affective, sexuelle et de genre, c'est des termes qui sont plus ouverts, qui sont pas nécessairement limités à un acronyme, mais qui englobent beaucoup d'expériences différentes, d'identités différentes, sans les contraintes à un acronyme. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cet acronyme-là. Parfait. Franco-Queer, c'est la première organisation des personnes, deux esprits, donc bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, en questionnement, queer, intersexués, asexuels, non-binaires et plus, de SLGBTQIA+, et leurs alliés francophones en Ontario. Le travail qu'on fait, c'est en lien avec notre vision, qui est de vivre dans une société où les francophones de SLGBTQIA+, s'épanouissent avec fierté, autodétermination dans le respect de leur dignité et leurs droits. Notre mission, c'est de mobiliser, soutenir et célébrer ces communautés-là, tout en sensibilisant et outillant les organisations qui travaillent avec eux pour créer des espaces qui sont sécuritaires, affirmatifs, respectueux de la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, notre organisation, elle est vraiment là pour soutenir ces communautés-là, puis rendre le monde plus accueillant pour eux. Nos valeurs qui informent vraiment la façon dont on fait notre travail, c'est l'inclusion, la dignité et aussi l'équité. Euh, Puis on fait ça au travers de 6 approches. Une approche communautaire, donc on favorise la co-création de solutions adaptées aux besoins avec la communauté.
On a aussi des approches qui sont anti-oppressives et intersectionnelles. On veut vraiment travailler pour démanteler toutes les structures de pouvoir, la discrimination systémique qui se passe à tous les niveaux, puis à plusieurs intersections. C'est centré sur la personne. Donc, qu'est-ce que nos clients, qu'est-ce que les personnes de la communauté ont besoin? À la place que on s'imagine tout ce qu'il y a besoin, on veut vraiment centrer ça sur les besoins de chacun, à la place de vraiment travailler d'une façon où on applique ce qu'on pense qui va être bénéfique pour une personne. Responsable, donc we have accountability, donc on est responsable à nos actions, on est responsable de la façon qu'on agit. On est militant, donc c'est une organisation qui est vraiment engagée, qui veut vraiment être là pour la justice sociale puis pour les droits humains et aussi systémique. Donc, on veut vraiment créer des œuvres ou des programmes qui créent des transformations sociales qui sont durables par une approche qui est systémique, mais aussi collaborative. Donc, ça, c'est nos 6 approches. On offre 2 grands volets de services à Franco-Queer. Donc, le premier, c'est le service direct. Dans le cadre de services directs, on offre des services d'établissement, des programmes de bénévolat et de jumelage où certains membres de la communauté vont être jumelés avec quelqu'un qui a peut-être de l'expérience sur un certain sujet pour créer un programme de mentorat. On a aussi un programme d'entrepreneuriat de SLGBTQIA+, pour les membres de la communauté. Un café bilingue, qui est une rencontre qui se passe peut-être autour de 2 fois par mois, où les membres de la communauté qui veulent être avec d'autres personnes qui sont à la fois de SLGBTQIA+, qui sont francophones, de créer vraiment un environnement où il va y avoir plusieurs sorties par mois, où on va se rassembler pour juste être entre nous. On offre aussi des événements de célébration, bien sûr, mais indirectement, on a un réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SLGBTQIA+, un programme partenaire inclusif, c'est le programme dans lequel je travaille, et aussi un programme jeunesse qui travaille dans les écoles. L'objectif de notre atelier aujourd'hui, c'est vraiment de promouvoir une compréhension commune des enjeux qui sont liés à l'inclusion des personnes de la diversité affective, sexuelle et de genre. Donc, quelles sortes d'enjeux est-ce qu'ils font face, ces communautés-là, particulièrement dans les structures organisationnelles? D'identifier des facteurs et des stéréotypes qui contribuent à la discrimination basée sur la DASG dans les structures organisationnelles, puis aussi prendre connaissance des stratégies organisationnelles qui favorisent un environnement qui est à la fois inclusif, sécuritaire et respectueux pour les personnes de la DASG. Parfait. Le déroulement de la séance. Aujourd'hui, on passe à propos dans beaucoup de matériel. Donc, si jamais vous avez des questions, cette session-là, elle est pour vous aussi. Donc, à tout moment, vous pouvez écrire dans le chat. Ça me fait plaisir de prendre un instant pour répondre. Laurent Francis, si jamais tu peux m'aider avec les questions, parce que j'ai pas nécessairement la vue du chat présentement, ça serait super. Euh, mais en ce qui est de notre session aujourd'hui, donc, on va commencer avec un rappel sur la diversité affective, sexuelle et de genre. De quoi on parle? Qui sont ces communautés? C'est quoi la différence entre les deux? Par après, on va passer dans les lois, politiques et obligations. Ensuite, on va s'en aller dans les défis et enjeux qui sont rencontrés par les communautés de SLGBTQIA+, francophones, qui ont été consultés à travers notre recherche dans l'Ontario. Après ça, on va passer aux stratégies organisationnelles qui favorisent un environnement inclusif, sécuritaire et respectueux. Et puis finalement, je vais vous parler du programme partenaire inclusif, puis les services qu'on offre à Francoco. Parfait. Donc, je me lance dans la présentation. Oups. Donc, premièrement, on va passer par un rappel de la diversité affective, sexuelle et de genre. Ce qu'on utilise souvent dans nos ateliers, c'est un pantin comme celui-ci. Le pantin est divisé en différentes zones du corps. Donc, à la tête, on a l'identité de genre, le cœur, l'attirance, et on a le sexe assigné, et aussi tout l'extérieur, donc la façon qu'on se présente, qui est l'expression de genre. J'ai commencé par parler du sexe assigné. Donc, quand on parle de sexe assigné, c'est quand on est
le docteur ou un professionnel de la santé va nous classer, soit entre hommes ou femmes ou personnes intersexes. Donc, basé sur un modèle binaire dominant qui est vraiment restrictif, donc dépendant des organes génitaux, dépendant des hormones, des chromosomes, le docteur va prendre une décision, une classification biologique. Euh, j'ai juste passé brièvement sur les personnes intersexes. Donc, c'est des personnes qui sont pas nécessairement répondent aux critères médicaux d'un sexe femelle ni d'un sexe mâle. Donc, parfois, c'est des personnes qui tombent entre les deux. Parfois, c'est complètement quelque chose d'autre. Donc, ça arrive dans 1,7% des naissances. C'est vraiment important d'en parler parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la naissance, les professionnels de la médecine vont faire des chirurgies qui vont normaliser ou avec des traitements hormonaux pour vraiment euh, se classer entre soit un sexe assigné homme ou un sexe femme. Par peur d'inclusion, pour voir normaliser un corps de son enfant. Malheureusement, cette chirurgie-là c'est une grosse chirurgie qui prend pas toujours le consentement des personnes intersexes. Donc, par exemple, au Canada, le modèle des Nations Unies, en fait, désolé, le voit comme une forme de torture. C'est vraiment, puis je dois dire que je suis en accord de faire une chirurgie comme ça sur des mineurs sans avoir leur consentement. Ça peut vraiment dérouter une vie. C'est une question de consentement aussi. Le problème, c'est qu'au Canada, ces personnes intersexes-là ne sont pas protégées par la loi. Donc, c'est des communautés qui vivent de l'abus. Donc, c'est vraiment important d'en parler quand on parle de sexe assigné. Après, on a l'identité de genre. Si vous vous souvenez, dans le pantin, c'est le cerveau. Donc, l'identité de genre, c'est un sentiment profond intérieur qui, euh, qui s'exprime par la sensation d'être un homme, une femme ou une personne non binaire ou quelque chose de complètement différent. Donc, souvent, l'identité de genre pour les personnes trans ne correspond pas au sexe assigné. Donc, par exemple, si on avait une femme trans qui est assignée biologiquement euh, comme mâle à la naissance, son identité de genre serait une identité de femme. Donc, peu importe le sexe assigné, l'identité de genre est beaucoup plus importante parce que ça reflète la compréhension d'un individuel sur son expression de genre, sur son identité de genre. Euh, ouais. Donc, vraiment, quand on parle de l'identité de genre, c'est pas seulement une femme trans, un homme trans, c'est aussi des personnes non binaires, des personnes à genre. Dans l'acronyme 2S, c'est pour les personnes deux esprits, qui est un terme autochtone pour les personnes qui vivent sur l'île de la Tortue, pour définir une identité de genre qui existe en dehors des systèmes de genre coloniaux. Parfait. Après l'identité de genre qui est dans notre cerveau, on a l'expression de genre. L'expression de genre, c'est comment est-ce qu'on exprime notre identité de genre. Donc, par exemple, quelqu'un qui est une femme trans, son identité de genre, pour la plupart des cas, serait féminine. Donc, il y a beaucoup de façons d'exprimer notre genre, soit par les vêtements, par le maquillage, par la façon dont on parle, puis plusieurs autres façons. Quand on pense dans notre tête, quelles sont les formes d'affirmation de genre ou d'expression de genre que même les personnes cisgenres, donc les personnes qui sont assignées à un sexe avec qui leur identité de genre correspond à ce sexe assigné-là. Donc une personne, par exemple, assignée femme à la naissance, qui s'identifie comme femme, serait une personne cisgenre. Donc les personnes transgenres et les personnes cisgenres ont tous les deux une expression de genre. Donc, comment est-ce qu'on communique aux personnes autour de nous la façon dont on se sent à l'intérieur? L'attirance affective, donc c'est un sentiment d'attraction émotionnelle, romantique, amoureuse ou spirituelle par rapport à certaines personnes. Donc,
Par exemple, une personne qui est attirée par les hommes pourrait s'identifier comme homosexuel. Donc, ça n'a pas à voir avec l'identité de genre ou l'expression de genre, c'est vraiment quelque chose de séparé qui parle d'attraction, d'attirance. L'attirance, ouais, parfait. Puis aussi, on a l'attirance affective, qui veut dire l'attirance euh, plus émotionnelle, mais aussi l'attirance sexuelle. Donc, une personne pourrait être, par exemple, attirée par les femmes, mais avoir une attirance sexuelle vers les hommes. Donc, c'est vraiment, encore une fois, des choses qui sont interdépendantes, mais qui sont aussi considérées séparément quand on parle des personnes de la diversité affective, sexuelle et de genre. Parfait, c'est un peu un résumé. Donc, le sexe assigné, ce n'est pas nécessairement l'identité de genre, qui n'est pas nécessairement l'expression de genre, qui n'est certainement pas l'attirance affective sexuelle, euh, et qui n'est pas une orientation romantique et sexuelle. Donc, c'est vraiment de penser à tous ces paramètres-là de façon isolée. Donc, ne pas les confondre. Parfait. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je sais que j'ai parlé, c'est beaucoup de matériel de juste expliquer toutes ces identités-là, comment elles fonctionnent. On est bien? On est bien, jusque-là, on n'a pas encore de questions, on est bien, on est OK, bien, on est bien. super. Jusque-là, en fait, que si on a des précisions à la fin de la présentation, on pourra apporter des précisions et les gens pourront aussi poser des questions aussi. Merci beaucoup. Merci, Laurent Francis. Parfait. Bon, puis maintenant, on va parler des lois, des politiques et des obligations qui sont vraiment, qui sont obligatoires, dans le fond, au Canada par le gouvernement. Donc, les personnes autochtones, les personnes racisées, y compris les personnes noires, les personnes immigrantes réfugiées, les personnes qui pratiquent une religion qui n'est pas judéo-chrétienne, donc l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, les personnes francophones, les personnes d'âge mineur, les personnes bénéficiant d'assistance sociale, les femmes, les personnes célibataires séparées ou divorcées, personnes de SLGBTQIA+, les personnes aînées puis les personnes en situation de handicap. Donc, toutes ces personnes-là sont considérées des groupes sociaux marginalisés au Canada. Puis ces groupes sociaux-là sont protégés par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, le respect et l'inclusion de ces personnes au niveau canadien, mais au niveau provincial, sont obligatoires. Donc, c'est obligatoire on a des obligations qui sont civiques, puis des responsabilités professionnelles de vivre ensemble, puis de favoriser l'inclusion de ces communautés-là. Les lois politiques et provinciales qui existent. Donc, on a le Code des droits de la personne de l'Ontario, les lois sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la politique concernant la discrimination et le harcèlement fondée sur l'orientation sexuelle, les politiques sur la prévention de la discrimination fondées sur l'identité sexuelle et l'expression de l'identité sexuelle, les politiques sur la prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe. Donc, toutes ces lois et politiques-là euh, nous rendent l'inclusion des personnes qui viennent de groupes marginalisés obligatoire. Donc, c'est pas une question d'opinion, une question de choix, c'est vraiment le gouvernement, dans un contexte légal, nous dit que on doit protéger et favoriser des espaces inclusifs pour ces personnes. Euh, pour plusieurs organisations qui travaillent dans des domaines de l'établissement, reçoivent beaucoup de subventions de l'IRCC. Ces obligations-là, elles sont aussi là dans notre engagement contractuel avec IRCC. Donc, si vous êtes une organisation qui travaille dans le domaine de l'établissement, qui a des subventions de l'IRCC, c'est obligatoire de s'assurer que on offre des milieux sécuritaires, respectueux, inclusifs pour les personnes qui sont marginalisées. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en sérieux, euh, et, et spécialement si vous travaillez dans un contexte d'établissement et vous avez des subventions de l'IRCC. Mais toujours là, il y a certains aspects dans les obligatoires légales qui ne sont pas encore couvertes. Donc, des applications inégales, la discrimination systémique, le manque de sensibilisation
Il n'y a aucune mention de l'intersectionnalité, par exemple, dans la plupart de ces lois-là. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'engagement international. Puis, il y a peu de ressources de soutien pour que ces pratiques-là, justement, soient mises en pratique. Parfait. Maintenant, je vais vous parler un peu de la recherche qu'on a fait à FrancoQueer avec les communautés 2S LGBTQIA+ francophones au travers de l'Ontario. Donc, Oups, pardon. Donc, c'est plusieurs consultations qui ont été menées par notre organisation en travers de l'Ontario en 2024. Donc, vous pouvez voir sur la carte tous les petits, comme je sais pas comment on appellerait, les gouttes d'eau quasiment. Ce sont toutes des endroits dans lesquels on a mené des consultations avec la communauté francophone en Ontario pour parler de leurs besoins. Donc, c'est un projet de développement de capacité qui a été financé par Femmes et Égalité de genre au Canada pour cette recherche-là. Puis, un des objectifs, c'est vraiment de soutenir notre mission provinciale. Donc, dans le passé, FrancoQueer était vraiment basé à Toronto. Puis, depuis, dans les dernières années, on essaie vraiment de faire de l'expansion sur les communautés concerts à travers l'Ontario. Donc, on veut vraiment s'engager directement avec les membres de notre communauté à travers la province. Puis, en faisant ces consultations locales-là, on veut vraiment identifier puis planifier une stratégie d'engagement de nos membres en conséquence, de prendre en compte que l'expérience d'une personne queer ou d'une personne trans qui vit à Toronto ne va pas être la même dans un contexte rural, par exemple, au nord, dans la communauté de Hearst, par exemple. Donc, de vraiment comprendre que les besoins de ces communautés-là vont changer dépendant du contexte régional. Donc, je vais vous parler un peu des résultats qu'on a trouvés. Donc, la première, euh, la première partie, c'est qu'il y avait de l'opportunité en Ontario, mais que la faiblesse, c'est qu'il y en avait des menaces. Donc, en Ontario, on a une forte présence francophone qui est diverse, multiculturelle, puis ça a été reflété dans les communautés qu'on a consultées. Par exemple, il y a beaucoup de solidarité, puis il y a beaucoup de politiques inclusives et de visibilité locale. Puis, ce qui fait que quand même, même si le soutien n'est pas immense, on a des petites communautés qui existent avec des réseaux locaux qui, par exemple, ne soutiennent pas toujours à tous les besoins, mais à certains besoins de base. La faiblesse, c'est qu'il y a une menace. La menace, bien sûr, c'est un manque de subventions qui fait qu'il y a un manque d'organismes, puis d'activités de ressources de SLGBTQIA+, qui sont spécifiquement pour les personnes francophones. Puis dans les communautés, on a aussi un problème qu'il y a une résistance au changement, il y a un manque d'accessibilité, puis une absence de culture communautaire. Surtout dans les communautés rurales où ces services-là sont plus isolés, sont plus de petite taille. Puis vraiment, on a un manque de recherche, puis un manque de lien intergénérationnel et d'ouverture d'esprit. Donc souvent, même si on est dans des communautés qui sont en dehors de Toronto, il y a aussi parfois un manque d'ouverture d'esprit qui fait que les services qui sont spécifiquement, qui devraient être spécifiquement offerts pour les personnes de SLGBT IA+, au travers de l'Ontario, ne sont pas toujours suffisantes. Une autre opportunité, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui, dans la région, ont un désir de créer des partenariats puis des collaborations avec FrancoQueer pour de l'éducation, la sensibilisation, puis l'ouverture d'esprit. Vraiment, il y a du potentiel. Par exemple, on fait face à quelques menaces comme l'assimilation et l'invisibilité francophone, un manque d'accès et de soutien à l'attrition des services en français. On a aussi des problèmes d'isolement de santé mentale, des changements politiques, bien sûr, puis la fatigue et l'épuisement de nos communautés. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail qui reste à faire. Il y a beaucoup de travail qui a été déjà fait. euh, mais ça prend de l'énergie de faire ce travail-là. Ça prend beaucoup de ressources pour être résilient. euh,
Donc, c'est une menace parfois que quand on a à porter cette charge-là, on a besoin de plus de ressources pour prendre soin de soi-même. Parfait. Maintenant, je vais passer aux stratégies organisationnelles pour favoriser un environnement inclusif, sécuritaire et respectueux dans vos organismes. Comment on définit une stratégie organisationnelle dans le cadre de mon travail dans le cadre du programme partenaire inclusif à Franco-Queer? C'est un plan global et l'ensemble des actions qu'une organisation entreprend pour atteindre ses buts et objectifs à long terme. Donc, ça implique la formulation et la mise en œuvre d'objectifs et d'initiatives majeures en tenant compte des ressources et des capacités de l'organisation ainsi que l'environnement externe. Donc, en d'autres mots, c'est une stratégie pour l'organisation pour faire un changement à long terme. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement directement vers l'inclusion, mais c'est vraiment de euh, où est-ce qu'on se voit dans le futur, puis quelles sont les étapes pour qu'on arrive à ce rêve-là. Euh, des pratiques traditionnelles de planification organisationnelle versus stratégie organisationnelle. Donc, la stratégie organisationnelle qui existe via l'approche Strategy as Practice valorise des actions qui sont quotidiennes, puis le rôle des individus à tous les niveaux organisationnels pour favoriser une intégration naturelle des équipes dans la culture de l'organisation. Quand on parle de culture de l'organisation, on parle vraiment de l'environnement, comment est-ce que l'organisation réagit, puis interagit avec les communautés marginalisées, puis est-ce que c'est juste un espace où les personnes se sentent bien d'exister. Les stratégies organisationnelles aussi dépassent la planification classique en mettant l'accent sur les pratiques, des processus d'interaction qui sont concrets, donc pas seulement des schémas, pas seulement des idées, mais une application concrète sans modifier la vision ni la mission de l'organisation. Puis cette approche permet souvent d'aligner des comportements, des outils et des discours pour ancrer l'inclusion des personnes de la DASG dans la dynamique organisationnelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le cadre de cette présentation-là, on parle de stratégie organisationnelle pour que l'inclusion fasse partie d'une organisation. Donc, l'inclusion, c'est vraiment euh, un guide phare. Euh, euh, un désir organisationnel, puis pour passer à créer des milieux qui sont plus inclusifs, qui sont plus équitables, qui sont plus sécuritaires, il y a plusieurs étapes. Puis je vais en parler. Donc, Franco-Queer, on fait vraiment des bons guides, je dirais, puis beaucoup de bons outils. Puis dans le cadre du programme partenaire inclusif, Ruth Cécy, qui est présente aujourd'hui ici, a créé un fabuleux outil d'auto-évaluation. L'outil d'auto-évaluation, c'est un peu comme un questionnaire. C'est un questionnaire qu'on travaille avec tous nos partenaires inclusifs, donc les organisations qui travaillent dans le domaine d'établissement, qui sont intéressées à rendre leurs services plus inclusifs pour la communauté des ASG. Donc, cet outil d'auto-évaluation-là, c'est un peu comme un sondage qui est envoyé à l'entièreté d'une équipe pour faire le pouls. Pour faire le pouls, où est-ce qu'on est rendu autour de pratiques d'inclusivité? Est-ce qu'on se sent euh, inclus? Est-ce qu'on se sent qu'on peut parler des choses? Puis, comment est-ce qu'on interagit avec les clients? Donc, par exemple, des questions que cet outil-là pourrait nous demander, c'est est-ce qu'il va y avoir des salles de bain non genrées ou unisexes dans l'environnement de travail ou pour que à la fois le corps employé, les bénévoles, mais aussi les clients puissent avoir accès. Donc, c'est vraiment, est-ce que ça c'est présent? Est-ce que ça c'est présent? Donc, c'est vraiment pour faire un état général de où est-ce qu'on est rendu dans nos pratiques d'inclusion dans une compagnie. Euh, puis les domaines d'évaluation qu'on va considérer sont la gouvernance, le leadership et la reddition de comptes, les politiques et pratiques organisationnelles,
Donc, par exemple, les politiques d'inclusion, la planification, livraison et évaluation des services. Donc, est-ce que ces services-là sont inclusifs? L'engagement du personnel et le développement professionnel. Donc, qui est engagé pour quelle position? Puis, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les personnes peuvent toujours grandir dans le désir d'inclusion? L'espace physique, donc, tu sais, je parlais des salles de bain, par exemple. Comment est l'espace physique au niveau de l'inclusion? La sécurité des personnes de SLGBTQIA+, la communication et les formulaires, donc comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, on a pensé à l'accessibilité pour ces formulaires-là? Puis, finalement, la réponse aux incidents de harcèlement, de violence ou de discrimination. Donc, comment est-ce que l'organisation répond à ces incidents-là? Puis, est-ce que les personnes qui y travaillent ou les clients se sentent confortables pour en parler en première place? Donc, c'est vraiment un outil qui ne sert pas nécessairement à créer de la honte dans une organisation, mais vraiment de créer un discours. On remarque qu'à travers cet outil d'auto-évaluation-là, cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là a ressorti. Donc, comment est-ce que Franco-Queer peut vous soutenir pour rétablir ça? Donc, puis ce sondage-là, vraiment est ancré dans des niveaux d'inclusivité. Puis il y a 5 niveaux, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, le niveau 0, c'est l'opposition. Donc, l'avancée vers une culture inclusive est un processus de changement en continu. Quand on parle d'opposition, l'organisation autorise l'expression d'hostilité manifeste, donc le harcèlement, les commentaires, des blagues qui sont inappropriées envers les personnes de SLGBTQIA+, y compris les personnes de minorités racisées qui peuvent ou ne pas peuvent faire partie de la communauté de la communauté DASG. C'est beaucoup d'acronymes, donc merci pour votre patience aujourd'hui. Dans une phrase, le niveau opposition, c'est nous contribuons à l'existence du problème. On fait rien, mais aussi en faisant rien, on permet cet environnement de continuer. Parfait. Le niveau après ça, c'est le niveau d'invisibilisation. Donc, l'organisme ne voit pas et considère pas les personnes de SLGBT et leurs enjeux, y compris les personnes de minorités racisées, euh, leurs enjeux dans les politiques, les procédures et pratiques. Les efforts d'inclusion sont inexistants. Souvent, ce que ça peut avoir l'air, c'est une organisation d'établissement qui dit, ah, nous, on n'en a pas de personnes queer ou trans. Donc, parfois, c'est jamais possible de savoir qui s'identifie comme quoi. Donc, de se dire, on n'en a pas, donc on va pas mettre de politique en place, c'est de l'invisibilisation. Donc, en une phrase, on ne reconnaît pas le problème parce que ce problème-là est inexistant. Souvent, ce n'est pas le cas. Je dois vous dire qu'il y a des personnes de SLGBTQIA+, qui sont partout, qui travaillent avec vous, qui vous croisent dans la rue, qui sont vos voisins et voisines. Donc, on est toujours là, puis cette pratique-là invisibilise notre présence, puis aussi nos besoins. Au niveau 2, on a la conscientisation. Donc, l'organisme, à première vue, semble vouloir se conformer aux règles et lois existantes en matière de discrimination, donc des lois qui sont couvertes dans la Charte des droits humains de l'Ontario, mais aussi du Canada. Cependant, les mesures prises en l'interne ne sont pas systématiques. Donc, il va y avoir encore des préjudices qui vont à l'encontre des personnes de SLGBT y compris les personnes de minorités racisées qui font partie ou non de la DASG. Donc, en une phrase, on reconnaît le problème et les étapes qui ont été franchies pour agir, mais il y a des défis qui perdurent. Donc, ça aussi, on pourrait parler d'inclusion qui n'est pas systémique. Euh, donc, une inclusion pour faire sembler aux personnes avec qui on interagit dans le cadre de notre compagnie qu'on prend ça sérieusement. Donc, peut-être c'est juste, ah, je vais mettre une affiche qui dit les personnes trans, on supporte les droits des personnes trans, par exemple. Le problème, c'est que l'affiche est un geste performatif.
Donc, la fiche, elle ne change rien pour les personnes qui travaillent dans une organisation. Donc, souvent, quand on est au niveau 2, c'est pas un changement qui est nécessairement qui veut passer à l'action ou qui veut changer la façon dont on fait les choses. C'est vraiment juste une conscientisation performative. Au niveau 3, l'organisation reconnaît que les enjeux d'inclusion des personnes de SLGBTIQIA+, y compris les personnes de minorités racisées, incluant les personnes de minorités racisées qui font partie de la DASG, euh, dans un changement idéologique et opérant. Donc, c'est plus que juste se confirmer aux lois, c'est s'engager à avoir une position claire et affirmée contre toutes les formes de discrimination en développant des politiques et procédures qui s'alignent à des pratiques inclusives. Donc, en une phrase, nous reconnaissons l'importance de la diversité. Donc, ce qui est différent du niveau 2, c'est qu'il y a vraiment une mobilisation de penser ou de mettre en pratique certaines politiques pour protéger les personnes. Donc, c'est de se dire oui, ça existe, puis de se positionner dans notre organisme pour vraiment, euh, pour pas encourager que ce genre de pratique-là continue pour ces personnes. Maintenant, au niveau 4, une inclusion stratégique. Donc, une organisation développe et met en œuvre des pratiques inclusives pour réduire les obstacles d'implication des personnes de SLGBTQIA+, y compris les minorités racisées et leurs intersections en développant des stratégies et des outils de mesure, de suivi et d'évaluation pour agir sur les facteurs environnementaux de l'organisation qui mènent à la discrimination et à l'exclusion. Donc, en une phrase, on se dit, nous sommes engagés dans un processus de changement systémique pour inclure la diversité dans toutes nos procédures et pratiques. Euh, oui, Laurent Francis. Je m'excuse, on est presque, il reste 5 minutes au fait, 4 minutes à peu près pour conclure au fait. Je m'excuse. OK. Parfait. Puis au final, on a la culture inclusive. Donc, l'organisation met en place un processus systémique pour garantir l'inclusion des personnes de SLGBT. Donc, c'est vraiment, nous considérons que l'inclusion, c'est une valeur euh, vraiment intégrale de notre culture. Puis, on fait tout notre possible, on fait nos suivis au sein de cette communauté-là. On a quelques recommandations qui font suite à ce sondage-là. Donc, de responsabiliser la gouvernance sur la pratique d'ACS+, euh, puis de vraiment intégrer la diversité et l'inclusion dans les objectifs et la mission du CA, mais aussi de la gouvernance. On a aussi les politiques et pratiques organisationnelles, donc de mettre en place des politiques et des pratiques pour protéger les droits de la communauté, la planification, livraison et évaluation de services, donc inclure une organisation externe pour collecter des données sociodémographiques de manière éthique et respectueuse pour faire vraiment un état des lieux de où est-ce qu'on en est en matière de diversité et d'inclusion. Un engagement du personnel et développement professionnel, donc développement avec un partenariat, ce que je disais, pour peaufiner notre savoir sur des meilleures pratiques pour interagir avec ces communautés-là. L'espace physique, donc utiliser des toilettes non genrées, des pictogrammes appropriés, puis vraiment de se dire dans notre espace, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui marche pas. La sécurité des personnes de SLGBTQIA+, donc vraiment engager des personnes qui font partie de cette communauté-là, puis les inclure dans l'élaboration de services, donc pas nécessairement de faire de la tokenisation, mais de vraiment les centrer dans la façon qu'on travaille. La communication des formulaires, donc créer des outils accessibles, puis des réponses qui sont aux incidents, aux harcèlements de violence et discrimination, qui prennent ces incidents-là au sérieux, qui puis mettre l'emphase sur le soutien des victimes euh, pour qu'elles se sentent respectées et écoutées. Juste pour finir, je sais qu'on arrive à la fin. Je vais vous parler du programme Partenaire inclusif PPI. Il existe depuis 2022. C'est un programme qui travaille avec les organismes
pour nécessairement pour faire des formations, pour faire l'outil d'auto-évaluation, pour vraiment travailler avec les organisations pour rendre leur milieu plus inclusif, plus accessible. C'est fondé par l'IRCC. Donc, si vous êtes une organisation en Ontario qui a un intérêt euh, à rendre ces services plus inclusifs pour les nouveaux arrivants francophones de la communauté de diversité affective, sexuelle et de genre. Un partenariat avec FrancoQueer est possible. On a un nouveau mandat d'extension. Ce programme-là existe dans le centre-sud-ouest, le nord de l'Ontario et l'ouest. Puis, on a déjà commencé à travailler avec plusieurs organisations qui travaillent dans le domaine d'établissement dans la province. Pour nous, un partenaire inclusif, c'est une organisation qui est engagée à l'inclusion des personnes de SLGBTQIA+. En particulièrement, c'est des personnes de la diversité affective, sexuelle et de genre qui sont des nouveaux arrivants francophones. Puis, des activités, je vous en parlais, on a des ateliers, les outils d'auto-évaluation, des ateliers de renforcement de capacité, une communauté de pratique, donc un échange entre toutes les organisations pour se partager des ressources, des webinaires co-présentés avec OCACI et les RIF, donc les réseaux en immigration francophone. Il y en a un qui s'en vient en décembre avec FrancoQueer, OCACI et le réseau d'immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario. Euh, des recherches sur les besoins de ces communautés-là. Parfait, Miss Over. super. Puis, on a un formulaire d'intérêt qui peut être trouvé sur le site web, mais qui peut être aussi accédé à travers le code QR à l'instant. Super. OK, c'est ce qui termine ma présentation. Merci, c'était beaucoup de matériel. Donc, j'apprécie vraiment votre habilité à pouvoir me suivre, euh, puis à être ici aussi. Ok, merci Merlin pour ton excellente présentation et on va permettre au public euh, on va permettre au public de donner son avis, de poser des questions. S'il y a des questions, je pense qu'on va prendre 3 à 4 questions pour les rapidement et je pense que si vous pouvez simplement lever la main. Et on va prendre vos questions, en fait. Merci beaucoup. J'essaie de voir, est-ce qu'il y a les mains levées? Oui, il y a Kimberly qui a une main levée. Kimberly, vous avez la parole. Oui, merci Laurent Francis. Je peux commencer à avoir une question de réchauffement. Merci Merlin pour la présentation. C'est vraiment très, très utile. Tu as beaucoup parlé des bonnes pratiques en ce qui concerne l'offre de services aux personnes immigrantes. Est-ce que tu peux nous partager quelques enjeux ou quelques bonnes pratiques en ce qui concerne l'aspect plus administratif et organisationnel interne? Parce que ben, la communauté queer, justement, comme tu l'as dit, on est dans les employés des organismes aussi. Oui, donc une façon de faire ça, c'est à travers justement des politiques internes euh, sur, euh, sur comment est-ce qu'on traite des incidents de harcèlement, comment est-ce que on soutient les communautés marginalisées. Donc vraiment, nous, la façon qu'on travaille à Franco-Queer, c'est vraiment de faire un état des choses internes puis de vraiment travailler à ce niveau-là, puis par la suite passer à un niveau des choses externes. Donc, ça commence vraiment avec l'interne d'une organisation. Donc, la façon qu'elle va soutenir les membres de son équipe ou les bénévoles qui font partie de la communauté de diversité affective, sexuelle et de genre va en dire beaucoup sur sa capacité à soutenir ses clients. Donc, ça part toujours de pratiques internes. En termes dans le fond, pour répondre à ta question, Kimberly, d'avoir des politiques de pratique pour travailler avec les communautés de la diversité affective, sexuelle et de genre est vraiment la première étape. Il y a différents gestes
qui peuvent exister pour soutenir ces communautés-là. Par exemple, d'inclure nos pronoms dans nos signatures d'email ou même dans notre Zoom. Euh, il y a plusieurs, de vraiment je, je pense que ça part aussi de créer un climat organisationnel où les gens peuvent se sentir euh, confortables de pouvoir mentionner si quelque chose arrive. Souvent, ce qui se passe, c'est parce qu'on n'a pas ce genre de politique-là. Il va y avoir des incidents plutôt négatifs pour ces communautés-là. Puis, il ne va pas nécessairement avoir la structure pour pouvoir en parler de façon organisationnelle. Est-ce Donc, que, ok. Oui, j'allais ajouter quelque chose à la réponse par rapport à ce que tu es en train de dire au fait. La question de Kimberley est savoir comment est-ce que les établissements, comme le guide que j'ai créé avec Okassi, comment est-ce que les organisations créent de l'espace positif pour mieux accueillir la personne immigrante, parce que moi je parle des personnes afro-descendantes, parce qu'ici, il faut dire que beaucoup de clientèles qui viennent des pays francophones, peut-être que 60% viennent des pays africains francophones et ils ont immigré ici et ils ont des problématiques, des problématiques qui sont spécifiques à eux. Est-ce que Franco-Q a des experts, par exemple, pour lutter, pour comprendre le bagage migratoire dont ces personnes LGBTQ amènent? Il faut rappeler ici aussi que il faut déconstruire, décolonialiser l'expression parce qu'il faut dire que LGBTQ, c'est l'expression occidentale. Parce qu'il faut rappeler au fait aussi que les personnes noires de la diversité sexuelle de genre, ils ont leurs propres pronoms, leurs propres concepts qui viennent d'Afrique au fait. Parce que est-ce qu'elles se sentent à l'aise avec, par exemple, QR LGBTQ qui est occidental? Est-ce qu'ils sont bien intégrés? Est-ce que dans le processus de recherche d'un médecin, est-ce que dans les processus administratifs, pendant le processus d'asile pour atteindre le statut de réfugié, comment est-ce que l'organisme les reçoit? Est-ce que ils ont les moyens adaptés? Est-ce que on comprend suffisamment ces personnes au fait? Parce que il faut le révéler ici que des personnes noires venant d'Afrique francophone qui viennent ici comme demandeurs d'asile, comme LGBT demandeurs d'asile, ont ont doublement, triplement plus de problématiques que les personnes blanches et immigrantes. C'est dans cette intersection, il faut ressortir ces intersectionnalités-là, en fait. Je pense que c'est dans ce sens-là que Kimberley voulait poser la question. Et la deuxième question revient à Ruth Tessie. À Ruth Tessie. Ruth Tessie, vous avez la parole. Merci Laurent Francis et merci pour l'espace. Merci Merlin aussi pour la présentation. Je travaille à Franco Queer aussi dans le cadre du programme Partenaire Inclusif. Je vais ajouter quelques éléments complémentaires en fait les éléments de réponse qu'a apporté Merlin et aussi contribuer à répondre à Laurent Francis. Euh, Au niveau administratif, ce qu'on peut faire en fait pour s'assurer ben, que l'environnement soit plus inclusif, c'est déjà, en plus d'utiliser nos pronoms, mais aussi d'avoir des formulaires inclusifs, des formulaires où quand on recueille les informations sur les profils sociodémographiques de la clientèle, comment on s'assure ben, qu'on récolte des données qui prend en compte ces informations-là sur notre clientèle. Et aussi, il y a les sondages. On peut mettre en place des sondages qui va justement aller chercher le niveau de satisfaction des personnes, de la clientèle, pour mieux améliorer nos services. Ça, ce sont aussi des petites astuces. Mais pour aller plus loin, ça se passe aussi au niveau de l'accueil. Quel accueil qu'on réserve, en fait, à la personne cliente ou à la personne de LGBTQIA+, au sein de l'organisation, particulièrement dans le contexte d'établissement. Et comment se passe la création du lien de confiance? Parce que dans le travail d'établissement, le lien de confiance se crée au niveau de l'accueil, au niveau du récolte de besoins, entre autres. Donc, tout se joue à ce moment-là et à partir de là, c'est avoir aussi des séances de formation pour outiller les travailleuses en établissement pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et comment créer un lien de confiance pour s'assurer que la personne queer, immigrante, francophone se sent assez en sécurité justement pour partager. Mais là, au niveau des pratiques organisationnelles,
l'organisation peut aller justement chercher, Laurent Francis parlait tout à l'heure des experts justement pour appuyer les pratiques d'intervention de l'organisation. Donc, l'idée de co-créer du contenu ou de renforcer nos politiques en allant cherchant cette expertise-là des personnes de la communauté noire, de SGBTQIA+, francophone, c'est pour justement renforcer là où on sent qu'en tant qu'organisme, on a des lacunes. Il nous reste 3 minutes, au fait. Je Oh m'excuse. oui, je juste rapidement, en Il tout nous cas, reste trois pour minutes répondre à ta pour... question concernant le bagage culturel des clients afro-descendants dans les services d'établissement, l'idéal justement, ce serait d'offrir un accompagnement respectueux. Ça demande justement de mettre en place une approche anti-oppressive, antiraciste et intersectionnelle qui est centrée sur les réalités vécues par les personnes immigrantes. Et la posture d'humilité culturelle, c'est déjà un bon départ en fait pour prendre en compte le bagage culturel des personnes de notre clientèle, comprendre l'expérience d'oppression. Nous, au niveau de Franco-Queer, on a des travailleuses de première ligne qui ont cette expérience-là, qui ont elles-mêmes fait l'expérience euh, d'immigration francophone avec tous les défis qu'elles ont connus en tant que personnes qui ont passé en fait à travers ce processus-là. Donc, en tant qu'elles-mêmes sensibilisées sur la question, donc elles sont aptes à offrir des services qui prennent en compte en fait ces réalités-là. Donc, OK. et aussi, dans les services qu'on offre aux personnes, à notre clientèle, on comprend, on reconnaît en fait les dynamiques familiales, communautaires et religieuses de notre clientèle afrodescendante et comment cette dynamique à la fois complexe peut créer une sorte de double marginalisation. Et on s'assure, dans le cadre de toutes nos activités de services directs, qu'on a une communication culturellement, on est sensible en fait à la culture de notre clientèle dans les événements qu'on offre. Donc ça, c'est pour rajouter Merci. un peu Merci beaucoup, à Stécie. contribuer Merci un peu à la beaucoup. réponse. Parce que Merci. on est presque à la fin. Stécie a presque pris tout le temps. Je vais donner la parole au docteur Abdul Malik. S'il peut juste faire 1 minute, le temps de réagir et de présenter l'OFC pour la suite de la présentation. Et vos questions, docteur Malik. Oui, merci pour cette belle présentation, vraiment très, très, très intéressante. J'ai beaucoup apprécié la présentation des modèles, des niveaux d'inclusivité, là, que je trouve vraiment pertinent. En fait, on peut le transposer à d'autres formes d'enjeux, d'oppression. On parlait d'intersectionnalité. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment très intéressant. Ça permet d'aborder des enjeux comme le tokenisme, etc. Je l'ai vraiment trouvé très, très pertinent. Est-ce que vous pouvez dire assez rapidement un peu les autres projets de recherche sur lesquels vous êtes en ce moment? Et une toute petite question, est-ce que différents services d'une même organisation peuvent être à des niveaux différents? Voilà, j'ai fini. Ben, juste si vous pouvez répondre en 30 secondes, parce que le temps est fini, presque fini là. Juste en 30 secondes, le temps de présenter le déroulé, qu'est-ce que les sondages de l'OFC après. Merci, merci de répondre à la question si vous pouvez. Oui, justement, Gisèle a la main levée. Ben, je sais pas, elle est partie. Mais Gisèle travaille dans notre département de recherche à Franco-Queer. Donc, on a des recherches avec Femmes Égalité Canada. Donc, c'est la recherche qui se passe. Dans le passé, on a fait des recherches sur les besoins des personnes de SLGBTQIA+ noires, sur le dévoilement des personnes trans. Euh, donc, il y a plusieurs recherches qu'on a fait qui sont aussi accessibles sur notre site web si jamais il y a un intérêt pour ça. Ok, merci, merci pour la réponse. Notre temps est terminé. Nous nous excusons parce que nous avons pris 2 minutes d'avant. Si vous n'êtes pas encore abonné dans notre infolettre, je vous invite de vous abonner à l'infolettre de l'Observatoire en immigration francophone au Canada. Il faut juste scanner le code QR pour vous abonner dans notre infolettre. Je vous invite aussi pour en savoir plus sur la mission de l'OFC et ses outils de rendez-vous. Allez sur le site ofc.ca. Vous aurez plus d'informations sur nos outils, sur nos missions et qu'est-ce qu'on fait et notre savoir-faire au fait aussi. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cet atelier. Au plaisir de vous retrouver à bientôt et merci beaucoup à Franco Cure.
Merci Merlin, merci pour vos interventions et merci encore pour cette excellente présentation. Et merci Merci, à toi, Laurent Oui, Francis, pour merci. ta belle animation. merci beaucoup.